Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour la conférence autour de la négociation avant séance. Donc on va dérouler cette conférence en 4 parties. On va voir en première partie les motivations, ensuite la partie santé et sécurité, la partie pratique et limites et enfin la partie aftercare. Il faut savoir qu'une négociation avant séance c'est quelque chose qui est obligatoire, puis c'est ce qui va définir le cadre de votre séance ou de vos séances. Une négociation peut être valable pour un ensemble de séances, mais aussi pour une seule séance, c'est-à-dire qu'elle doit être refaite avant chaque séance. Donc la partie motivation. La partie motivation, elle est là pour permettre de donner une sorte de fil rouge à la séance ou aux séances, c'est-à-dire qu'elles sont, vous allez pouvoir voir que vous soyez top ou bottom, quelles sont vos attentes, quelles sont les attentes de l'autre personne ou des autres personnes, parce qu'on peut faire une séance avec plus de 2 personnes évidemment. Est-ce que vous êtes plutôt dans un mood à explorer vos limites, à découvrir une nouvelle pratique, à vouloir atteindre un headspace Ça peut être ce genre de choses, ou juste passer un bon moment, hein, c'est de très bonnes attentes. Les intentions, est-ce que ça va être justement voilà, la découverte? Est-ce que ça va être quelque chose d'éducatif? Est-ce que ça va être d'explorer le côté maso de votre partenaire ou sadique de votre partenaire? Est-ce que ça va être d'être sur un lâcher-prise? Cet ensemble de choses et les envies. Est-ce que on est sur des pratiques particulières? Est-ce que par exemple on va avoir envie d'essayer le bondage ou ce qu'on appelle le hard bondage, donc d'être sur une d'être complètement attaché, de ne plus du tout pouvoir bouger, alors à l'aide de camisole par exemple, ou d'essayer les vague bêtes, ce genre de choses. Ça, c'est ce que l'autre va exposer, ce que vous allez exposer, et le but, c'est d'essayer de trouver une séance dans laquelle tout le monde est content et tout le monde, on va vers le même objectif en fait. Alors, la partie santé et sécurité, celle-là, elle est extrêmement importante et elle va se définir pour l'ensemble des séances. Une séance pouvant se faire en plusieurs fois, c'est-à-dire que si votre but à la fin, on va être dans du protocolaire par exemple, ça va être de respecter un protocole. En une fois, ça va être la partie apprentissage va être très compliquée à voir, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est recommandé de le faire en plusieurs fois pour que ce soit bien intégré. C'est dans ce genre de cas, alors après on peut dire que c'est soit plusieurs séances avec un but à atteindre, soit une grande séance qui est faite en plusieurs fois, c'est une question de vocabulaire, ça il suffit de se mettre d'accord là-dessus. Donc dans la partie santé et sécurité, on va aborder la question du safe word ou du safe gesture et de ce qu'on appelle l'échelle de douleur ou l'échelle de couleur. C'est une partie qui est extrêmement importante puisque c'est la partie qui va indiquer que pendant la séance que tout se passe bien, que le consentement est bien respecté, qu'on est toujours dans l'envie d'être dans la séance, qu'on n'a pas envie de s'en retirer. Pour revenir sur le safe word. Le safe word, c'est important d'en avoir. Alors pas forcément plusieurs, même si c'est quelque chose qui peut être pas mal, mais surtout d'avoir le sien et de prendre en compte celui de l'autre. C'est-à-dire que si votre safe word à vous, c'est banane, euh, vous gardez le mot banane, il n'y a aucun souci. Mais si la personne en face dit moi je suis pas à l'aise avec le mot banane, mon safe word c'est pêche. Oui, alors je reste dans les fruits et légumes, mais mon safe word c'est pêche, il n'y a aucun souci à ce que son safe word soit pêche. Une autre règle très importante, c'est que quand une personne prononce le safe word, le but c'est de l'autre dire est-ce que tu as bien prononcé ton safe word. Ça permet de checker l'information et ça permet surtout de s'assurer que si vous êtes la personne qui a prononcé le safe word, si vous n'avez pas de retour de l'autre, c'est que votre safe word n'a pas été entendu. Soit parce que vous aviez la tête dans l'oreiller, mais c'est important de demander d'avoir un retour sur safe word. Ensuite, on a le safe gesture,
qui peut être un claquement de doigts, qui peut être un sifflement, des clés qu'on fait tomber, un bouton de sonnette, un couvercle de pot de confiture qu'on va faire claquer. Le but c'est de remplacer donc la parole par des gestes. C'est aussi quelque chose qui est important à mettre en place, qu'on a souvent un safe word qui est sacralisé, qui est très difficile à sortir. C'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent, qui est un problème qui est tout à fait normal, et du coup on peut le remplacer par le safe gesture. Ça permet de faire redescendre la pression. On peut avoir et un safe word et un safe gesture, on peut avoir 3 safe words et 3 safe gestures, on peut les cumuler, il n'y a aucun souci. Le but c'est que vous soyez à l'aise avec ces signaux qui sont hyper importants pour vous et pour votre partenaire, puisque c'est ce qui vous permet de sortir de la séance quand ça va trop loin. Qu'on n'hésite pas à bien en discuter, à faire pas des piqûres de rappel, mais si les négociations c'est quelque chose qui vont durer quand même plusieurs heures, qui vont être faites en plusieurs fois, puisqu'on va aborder plein de sujets différents. On n'est pas obligé de faire sa négociation en une fois. C'est-à-dire que vous n'allez pas non plus avoir une checklist de choses à vérifier. Vous pouvez tout simplement, quand vous discutez avec la personne, quand vous la découvrez, ou si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, en parlant de ce que vous avez envie de faire, vous pouvez aborder ces différents points dans l'ordre dans lequel vous le souhaitez. C'est pas c'est pas une procédure à respecter à la lettre, absolument pas. Vous allez voir que dans le tas, il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous concerner, ou qui vont pas concerner votre partenaire, mais on est quand même normalement sur des choses très, alors pas très vagues, mais en tout cas qui vont concerner le plus grand nombre. Donc on n'hésite pas à dire, donc voilà, est-ce qu'on peut revenir sur le safe word, sur le safe gesture, je vais être sûre qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ensuite, l'échelle qui est assez pratique pour donner des retours en fait pendant la séance. Donc ça peut être soit une échelle numéraire, donc qui va de 1 à 10 ou de 1 à 20 ou de 1 à 5, ou alors une échelle de couleurs avec rouge, jaune, vert. De façon usuelle, rouge, on arrête, jaune, on ne va pas plus loin, cette intensité-là est bien, et vert, tout va bien, on continue, il n'y a pas de souci. L'échelle numéraire, ça va être utilisé notamment pour la douleur ou l'intensité. Si vous êtes dans une séance d'impact, par exemple, vous donnez un premier coup, vous recevez un premier coup après avec un objet, vous dites sur une échelle de 1 à 10 à combien est-ce que vous êtes, ça permet d'indiquer à l'autre est-ce qu'il peut recevoir plus fort ou taper plus fort, ou est-ce que cette intensité c'est bien et c'est celle à laquelle on va pouvoir s'amuser. Ça peut être également une échelle d'intensité quand on est sur du trash talking, donc des insultes, quand on va être sur de la dégradation et de l'humiliation, de dire ok, ce niveau-là d'humiliation, par exemple à 3, ok c'est cool, c'est pas mal, 5 c'est fort, va pas au-delà. Si vous êtes sur une échelle de 1 à 5, si vous êtes sur une échelle de 1 à 10 et qu'on vous dit 5, ok ça va, c'est cool, c'est mon rythme de croisière. Ensuite, ça c'est pour la partie plutôt sécurité, cadre sécuritaire. Maintenant, vraiment, la partie santé, celle-là est extrêmement importante puisqu'on va aborder la partie allergie, pathologie. Dans les pathologies, on va aller je me suis pété la cheville il y a quelques années, du coup j'ai une cheville qui est plutôt raide, il faut faire attention à ça, à je dissocie facilement, c'est-à-dire j'ai des troubles mentaux, j'ai des pathologies psychologiques qu'il faut prendre en compte. C'est extrêmement important de pouvoir discuter librement de ça, déjà parce que ça fait partie de vous, et c'est ok, il n'y a pas de souci. Et ensuite parce que vous pouvez avoir des besoins particuliers qui sont rattachés à ces pathologies, ou au contraire des choses qu'il ne faut absolument pas faire. Si par exemple, un truc tout bête, vous venez de vous faire percer les tétons, il est hors de question de faire de l'impact sur les tétons. Bah, c'est valable pour toutes les pathologies. Si vous avez une personne qui en plus ne réagit pas de façon bienveillante à la pathologie, vous avez une personne avec qui faire une séance, ça va pas être dingue. Le mieux c'est de dire ah bah si t'as fait ça, ça m'intéresse pas. La personne a aussi tout à fait le droit de dire ok t'as cette pathologie là, je considère que ça va être trop lourd à gérer, je n'en suis pas capable. Et c'est ok. Il n'y a aucun souci à ne pas être capable de gérer une personne.
c'est normal et tout va bien. On n'est pas tous remplis de cuillères, on n'est pas tous dans un moment où on est à 100% de nos capacités. Si quelque chose vous semble trop lourd, vous avez tout à fait le droit de dire je ne suis pas capable de faire ça. Les allergies, donc on est pour les choses plus classiques qui va être les allergies au latex, pour tout ce qui est contraception mécanique par exemple. On va être sur les allergies à certaines matières, donc je reviens au latex, mais si on est sur du port de latex, ça peut être des allergies au cuir, des allergies à l'argent, donc on évite les méthodes ou les méthodes, on évite les menottes en cuir, on évite les menottes en argent. On peut avoir une allergie au chanvre, donc tout ce qui va être shibari à base de chanvre, on laisse tomber. C'est une partie qui est plutôt la partie pratique pour passer un bon moment. Ce serait dommage de devoir aller foncer à l'hôpital parce que on a oublié de mentionner une allergie aux cacahuètes et qu'on a fait du food play avec des cacahuètes, par exemple. Alors les no-go zones, c'est également une partie qui est importante, qui est rapide à aborder. Après, tout dépend de à quel point vous voulez creuser cette partie-là. Mais dans la no-go zone, vous allez dire, ok, voilà, moi, la no-go zone, par exemple, ça va être mes pieds. Je ne supporte pas qu'on me touche les pieds. C'est une hard limit et c'est une façon de dire à l'autre, cet endroit-là, tu n'y vas pas, c'est comme ça et c'est tout. Et c'est exactement comme les hard limits, c'est d'ailleurs, enfin ça en fait partie, les no-go zones, mais c'est quelque chose qui doit être abordé parce que en pleine séance, il faut que la personne sache où elle peut vous toucher, il faut qu'elle s'y intéresse. Est-ce que j'ai le droit de te toucher là? Est-ce que c'est ok de te toucher à cet endroit-là? Qu'on soit en séance BDSM ou qu'on soit dans une partie de jambes en l'air un peu plus vanille, hein. Si vous avez un blocage au niveau de vos pieds, la personne ne doit pas vous toucher vos pieds, ne doit pas vous faire de remarques à ce niveau-là, c'est ok. C'est quelque chose à respecter. Au contraire, quelqu'un qui dit je n'aime pas du tout qu'on me regarde dans les yeux, je ne veux pas qu'on fasse référence à mes yeux en séance pour une raison X ou Y, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces motivations, vous pouvez lui demander, elle a tout à fait le droit de vous dire j'ai mes raisons, et ça s'arrête là. C'est il n'y a aucun problème. Mais du coup, c'est une personne, vous allez éviter de lui dire regarde-moi, vous allez éviter de chercher son regard. Euh, le but étant que tout le monde soit à l'aise. Et on va aborder aussi les situations d'inconfort. Par exemple, si tu me fais me mettre sur les genoux, sache que je tiens 5-10 minutes, mais au-delà de 10 minutes, ça devient douloureux. Euh, Ça, les parties d'inconfort, encore une fois, c'est pour que la séance soit agréable et surtout pour qu'on ait quelque chose qui soit fluide. Donc ça, c'est pour la partie santé et sécurité. Euh, Ensuite, la partie pratique et limite. Là, on rentre un peu dans le cœur du sujet, la partie un petit peu plus fun. On a les kink lists. Je vous ai mis en ressources disponibles une kink list en français qui est quand même très complète, qui permet de voir ce que vous avez envie de découvrir, ce que vous n'avez pas du tout envie de faire, ce que vous êtes ok pour faire, ce que vous aimez bien faire, ce que vous préférez faire, ce que vous ne connaissez pas et pourquoi pas, ce que vous connaissez pas et ce que vous n'êtes pas le choix à découvrir. Ça permet de trouver un petit peu un terrain d'entente, sachant qu'on n'est absolument pas obligé de faire tous les points communs d'une geek list. Ça peut se dire, ah bah tiens, on aime tous les deux beaucoup ça, ce serait bien on aime tous les deux beaucoup le pet play. Moi j'adore être un dogo, toi t'adores être handler, et bah ça tombe bien, viens on se fait une séance là-dessus. Ou alors c'est des éléments qu'on va pouvoir incorporer à la séance. Euh, Ensuite, on a la partie trigger. Alors, trigger, utilisez-la comme étant les triggers négatifs. Les triggers, c'est vu comme c'est traduit littéralement par un déclencheur. Donc, ça peut être des mots ou des situations qui vous mettent extrêmement mal à l'aise, qui peuvent vous provoquer un drop instantané, vous faire une sortie de séance. Pourquoi est-ce qu'on aborde le sujet des triggers? Parce que si vous adorez par exemple l'humiliation, mais qu'il est hors de question qu'on soit dans les insultes, parce que c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, c'est quelque chose que vous n'appréciez pas, vous dites j'ai un trigger sur les insultes. Et c'est tout. Ça permet de rester en sécurité, d'avoir une séance qui se passe bien. Si vous ne connaissez pas forcément tous vos triggers, vous pouvez aussi avoir des jours où un mot ou une expression va vous trigger alors qu'un jour pas du tout. C'est à ça que servent les safe words ou les échelles. Il n'y a pas de souci, on essaye de donner ce qu'on a en tête, les situations qu'on a en tête, mais si on les donne pas toutes,
c'est pas grave. De toute façon, on a le safe word pendant la séance et les retours régulièrement. On va pouvoir aussi aborder la partie des soft et des hard limits. Donc en disant ça, ce sont des choses à ne pas faire, ça, ce sont des choses à ne surtout pas faire. On n'oublie pas que les soft limits, l'avantage des soft limits, ça va être en règle générale, ça c'est quelque chose que je ne veux pas faire. C'est quelque chose qui, après, une fois que je connais mieux la personne, c'est quelque chose que j'aime faire, mais j'ai besoin de connaître, ou j'ai besoin d'être dans une condition physique particulière, j'ai besoin d'être d'une humeur particulière pour accepter, donc de base c'est non. Et si jamais c'est oui, je te le ferai savoir avant. On en reparlera, mais sache que le jour même, ça peut être quelque chose qui est non. On n'oublie pas que tout ce qui est vu pendant la négociation, à tout moment, vous pouvez dire cette pratique-là, c'est non. Ce n'est pas parce que au moment de la négociation que vous avez dit par exemple je suis ok pour faire du pet play qu'au moment de la séance vous n'avez plus le droit de dire non en fait le pet play je le sens pas. C'est pas parce que vous avez placé votre limite à un endroit qu'au moment de la séance votre limite sera toujours à cet endroit. C'est ok que votre limite soit plus faible. Ce n'est pas parce qu'une chose a été négociée avant qu'elle est toujours valable pendant. C'est pour ça que c'est important de communiquer pendant une séance et de dire où vous en êtes. Vous n'avez aucun souci à dire ok je sais qu'on avait parlé de faire ça mais je me sens pas de le faire. Et ce ne sera pas fait et tout va bien. Il faut pas se sentir coupable, il faut pas se sentir pas à la hauteur parce qu'on avait parlé de faire quelque chose et que finalement ça ne se fera pas. Ça arrive, c'est les aléas, il n'y a aucun souci. En revanche, ne tombez pas dans l'inverse, à dire que vous allez tout faire et le jour même dire ah bah non, ça en fait non, ça en fait non, ça en fait non. On aborde les choses sur lesquelles on est à l'aise et si sur le moment on l'est pas, c'est pas grave, tout va bien. Que vous soyez top ou bottom. Si votre bottom vous a demandé une pratique à laquelle vous étiez curieux ou curieuse de découvrir et d'un coup le moment venu au moment de la séance vous vous sentez pas d'être là-dedans, c'est ok et la personne bottom n'a pas insisté à dire non mais t'es pas un vrai dom si tu fais pas ça. C'est pas c'est pas acceptable ça comme comportement, hein, qu'on soit bien d'accord. Tout comme si vous aviez dit avec votre top ok et bah je ferai ça, ça et ça et que sur le moment vous dites bah en fait non je suis pas à l'aise de faire ça finalement et que votre top vous dise bah t'es pas un vrai soumis, t'es pas une vraie soumise, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est un comportement qui n'est pas bienveillant. On franchit les limites du consentement, puisque si jamais vous acceptez, c'est un consentement qui est donné sous la pression. Donc ce n'est pas un consentement. Ensuite, on aborde la partie, excusez-moi, la partie aftercare, qui est une partie qui est extrêmement importante et dont il faut avoir parlé avant la séance. Donc l'aftercare, c'est le moment que vous allez passer après la séance. Ça peut aussi se faire pendant la séance, on peut être en pleine séance, faire un aftercare et reprendre après. En cas de drop, en cas... vous pouvez avoir un safe word qui signifie là j'ai besoin d'un aftercare, on pourra reprendre après, mais là il faut qu'on arrête et j'ai besoin qu'on se fasse ce moment. Y a aucun souci, mais c'est quelque chose dont il faut parler et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Littéralement, aftercare, ça signifie le soin d'après, ou le soin d'après séance. Il faut voir donc avec qui cet aftercare doit se dérouler. Est-ce que c'est avec déjà vous avec vous-même, de qui vous avez besoin pendant cet aftercare? Est-ce que vous avez besoin du ou de la partenaire avec qui vous avez pratiqué, ou est-ce que vous avez besoin à ce moment-là d'une personne proche, d'un ami, de quelqu'un de votre famille, d'une mentor? Et pareil, la personne de qui elle a besoin. Il n'y a aucun souci à dire, moi, mon aftercare, j'ai besoin de le passer au téléphone avec une personne dont je suis proche. Je n'ai pas besoin à ce moment-là du partenaire. C'est ok, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que si votre partenaire en face il dit bah moi mon aftercare c'est important que je le fasse avec la personne avec qui j'ai pratiqué, c'est là qu'il va falloir se mettre d'accord. Est-ce que votre moment avec votre proche, est-ce que c'est quelque chose qui peut être retardé? Est-ce que est-ce que votre partenaire peut retarder un petit peu son aftercare? C'est pour ça que c'est des choses qui sont importantes d'aborder. Tous les aftercare
sont légitimes, il faut juste faire en sorte que les deux aftercare soient compatibles. Donc, comment est-ce qu'on va pratiquer cet aftercare? Est-ce qu'on va être sur des moments câlins, des moments tendres? Est-ce qu'on va débriefer sur ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un moment où on va boire un café, un thé, fumer une cigarette? Est-ce qu'on va aller se manger un McDo ou une pizza ou une bonne salade? Ou est-ce qu'on va se grignoter des chamallows? Quels sont vos besoins à ce moment-là pour pouvoir redescendre petit à petit? Combien de temps ça va durer? Vous pouvez aussi avoir des aftercare qui sont très courts, comme des aftercare qui sont très longs. Il y a certaines personnes qui vont avoir des besoins d'aftercare de 5-10 minutes et d'autres personnes qui vont avoir des besoins d'aftercare qui vont durer 1 heure ou 2 heures. Ça peut être aussi, mon aftercare, moi j'ai besoin que ce soit 24 heures après la séance. Et surtout, c'est pas parce que vous donnez une façon de pratiquer l'aftercare que le moment venu, vous aurez exactement ce besoin-là. L'aftercare, ça va dépendre de ce que vous avez fait, de l'humeur dans laquelle vous êtes, de comment s'est passée la séance. Ça peut être tout un tas de choses. Donc on n'hésite pas à dire, en règle générale, mon aftercare après une séance, c'est ça. Euh, et en fin de séance, dire, ok, là, de quoi tu as besoin? Et ou alors, là, j'ai plutôt besoin de ça. Si vous ne savez pas de quel type d'aftercare vous avez besoin, c'est pareil, c'est normal. L'aftercare, c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure, qu'on se découvre. Il ne faut pas aussi hésiter à le dire. Je ne sais pas de quoi j'ai besoin en termes d'aftercare. Du coup, vous allez être sur des séances au début qui vont être plutôt légères. On va pas aller vous mettre dans vos limites parce qu'il faut que vous soyez apte à vous communiquer. Il faut que si ça se passe pas bien, vous soyez apte à le dire, vous soyez apte à être en introspection aussi, à dire ok, ça marche bien, ça marche pas. Et donc on en parle tout au long de l'aftercare. Est-ce que tout va bien? Au contraire, si c'est un moment de silence, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire 30 minutes en silence, il n'y a pas de problème. Euh, alors, il faut pas hésiter aussi si pendant l'aftercare, vous sentez que la personne ne communique plus, à essayer de creuser un petit peu. Alors sans être non plus dans le dans le harcèlement, hein, mais s'il y a un blocage, que ce soit d'ailleurs pendant l'aftercare ou pendant toute la séance, quand vous faites vos petits checks, tout va bien pour toi, c'est ok, on continue. Si vous voyez que d'un coup la personne ne communique plus, on arrête la séance, on insiste pour savoir ce qui se passe. On peut passer direct en aftercare, mais en tout cas, on laisse pas la personne dans son blocage de communication comme ça. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors ensuite, au niveau donc des ressources, ça c'est la Kink List dont je vous ai parlé, et on va aborder maintenant vos questions. Par rapport à la partie santé et pathologie, on n'hésite pas à indiquer les médicaments qu'on prend, notamment les anticoagulants, si on fait une séance d'impact, ce serait dommage d'avoir une hémorragie interne. Ça peut être si vous êtes sous régulateur d'humeur, par exemple, les antidépresseurs, les neurodécontractants, l'aspirine qui a tendance à fluidifier le sang, toutes ces petites choses-là. Alors si vous prenez un Doliprane l'avant-veille parce que vous avez mal au crâne, on s'en fout. Mais si vous êtes une personne qui prend régulièrement de l'aspirine, il ne faut pas hésiter à le dire. Pareil pour tout ce qui est effet secondaire de vos médicaments, mais ça va être à vous de savoir s'il faut le mentionner ou pas. De toute façon, dans le doute, on mentionne, on dit voilà, les effets secondaires possibles c'est ça, moi j'ai plutôt ça, ou alors je suis pas trop concernée, mais rien ne dit que sous l'intensité de la séance, c'est pas des choses que vous allez avoir.
Donc au niveau de la kink list, alors ça va donner des pratiques mais sans aller dans le détail. C'est-à-dire que par exemple vous allez avoir la partie impact. Maintenant il y a plusieurs impacts différents. On va avoir des impacts lourds, des impacts cinglants, on va avoir aussi des séances courtes d'impact, on va être sur une dizaine de coups par exemple, ou des séances plus longues, donc on va pas taper avec la même intensité ou recevoir avec la même intensité. Donc c'est pour ça que ça vous donne des grandes lignes à discuter, mais après il faut voir plus. Bah, moi ce qui m'intéresse dans cette pratique-là, ça va être ça, et en discuter avec vous pour être sûr que vous ayez la même vision de l'impact. Si par exemple vous êtes une personne qui adore l'impact cinglant, recevoir de l'impact cinglant, donc on va être avec du fouet, on va être avec de la badine, de la canne, ce genre de choses, et qu'en face de vous, vous avez une personne qui n'est pas à l'aise avec ce genre d'impact, tout simplement parce que on peut se retrouver avec du sang, et que c'est une personne qui a un trigger sur le sang, c'est quand même bien d'en avoir parlé avant, parce que si vous supportez pas l'impact lourd et que la personne arrive avec sa planche à découper la pizza, ça va faire tout drôle. Ensuite, vous aviez des questions notamment par rapport aux limites et à ce qu'on appelle souvent, alors c'est quelque chose qu'on croise beaucoup en ce moment, les sub-no limites. Pour moi, c'est un abus de langage, c'est une personne qui va plutôt ne pas connaître ses limites, parce qu'on a quand même pas mal de pratiques, notamment au niveau du breastplay, donc tout ce qui est jeu d'étranglement, ou dans la liste des risques, on a quand même la mort. Du coup, une personne no limite, une personne qui serait prête à mourir pour ses kinks, pourquoi pas? Maintenant, est-ce que c'est très sain de jouer avec ce genre de personnes jusqu'à la mort? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Donc quand on est sur une personne qui se dit no limites, c'est peut-être bien de creuser et de voir si c'est pas juste un abus de langage et si c'est pas juste une personne qui est en train de découvrir et qui n'a juste pas encore atteint ses limites. Et puis on peut être no limites dans une pratique, par exemple sur de l'impact à la cravache, où vous êtes déjà bourriné et vous avez tenu, il n'y a pas de souci. Et en revanche, avoir des limites qui sont atteintes très rapidement en humiliation. C'est le no limit, en fait, ça veut absolument rien dire. C'est quelque chose qu'il faut creuser. Au niveau de l'aftercare, donc ce que je vous disais, c'est que votre aftercare ou l'aftercare de votre partenaire peut changer au moment, à la fin de la séance. Donc, si jamais, enfin, il faut être préparé à ce que, alors qu'il y avait quelque chose qui était convenu, que d'un coup, si vous aviez de convenu 1 heure de câlin, si d'un coup la personne vous dit en fait je suis pas apte à être touchée, là il faut que je sois tranquille dans ma bulle, il faut que vous soyez préparé à cette éventualité. Donc on n'hésite pas à ce moment-là, voir quelqu'un qu'on peut appeler, ou alors à soit se mettre en stand-by, mais c'est des choses qui peuvent arriver, c'est pour ça que la communication est quelque chose d'extrêmement important. Votre négociation va donner les grandes lignes de votre séance, elle sera pas là pour les détails. Vous pouvez discuter des détails, mais il faut avoir en tête que les détails peuvent changer, peuvent sauter, vous pouvez avoir des parties qui disparaissent. Une autre chose qui est extrêmement importante, toute pratique qui n'est pas présente dans la négociation ne le sera pas pendant la séance. Il est hors de question de négocier pendant une séance. Les seuls changements que vous pouvez faire pendant une séance sont de la suppression de, de pratique et sont les moments d'aftercare. Mais si vous n'avez pas abordé, par exemple, l'anal, il est hors de question de le pratiquer pendant. Il n'y a pas de ouais, mais je sentais que c'était bon, non, mais il y avait l'ambiance qui s'y prêtait, que vous soyez receveur ou donneur, hein. C'est vous n'en avez pas parlé, vous ne le pratiquez pas. Sinon, on a vu ce qu'étaient les EMC, qui modifient les limites. Rien ne dit que pendant la séance, vous avez l'impression d'avoir l'esprit clair, mais en fait pas du tout. Et derrière, vous regrettez, et c'est une rupture de consentement, et sauf que malheureusement, c'est une rupture de consentement qui n'était pas, enfin qui est difficilement reprochable à l'autre. Vous avez franchi vos propres limites. Ou alors si vous savez, si vous êtes la personne qui proposait de faire et que ça n'a pas été discuté avant, bah ça c'est non en fait. Si vous avez envie de faire quelque chose ou de subir quelque chose,
Vous en parlez après la séance, en disant «Ah bah là, j'aurais bien fait ça» et à la séance d'après, vous le faites. Mais vous ne le faites pas pendant. Ça, c'est non. Alors, on m'a posé des questions aussi sur le moment où, les négociations n'étaient pas respectées. Heu, on est sur une rupture de consentement, hein, tout simplement. Donc, si vous voyez à un moment que le cadre de la négo est pas respecté, safe word, on arrête la séance, on en discute. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu as fait là, c'était pas une négociation? Alors soit parce que c'était une pratique dont on n'avait pas discuté, c'est un franchissement de limite. Le mieux pour moi étant d'arrêter la séance là. On arrête, on fait l'aftercare si vous vous sentez de faire l'aftercare. Si votre consentement n'a pas été respecté, vous pouvez aussi être dans un moment où vous avez besoin d'aftercare, mais certainement pas avec la personne qui a rompu votre consentement. Et c'est ok. Euh, Il ne faut surtout pas hésiter à dire quand ça va trop loin, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, et à recadrer. Et c'est quelque chose qui doit être reçu de façon bienveillante. Si vous avez une personne en face qui s'énerve parce que vous lui avez dit qu'elle a franchi vos limites, ce n'est pas un comportement bienveillant, ce n'est pas un comportement sain. J'insiste là-dessus, hein. Voilà, ce sera tout pour la partie négociation avant séance. Merci en tout cas beaucoup de votre écoute et d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Bonne soirée à vous. Au revoir.